Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Joanne Whitmore. Je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Et puis, je vous souhaite la bienvenue au lancement de notre rapport sur le bilan du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et des perspectives sur le plan pour une économie verte 2030. C'est une étude qui est coécrite avec mon collègue Pierre-Olivier Pinault et puis aussi Jacques Hervé, qui, lui, a travaillé en fait un peu avec le Conseil de gestion du Fonds vert dans le passé pour les enjeux de reddition de comptes et les indicateurs. Donc, si on peut passer à la prochaine slide. Donc, on va vous présenter en 30-40 minutes les grandes lignes de notre rapport. Le plan de la présentation suit essentiellement les éléments dans le rapport. Donc, évidemment, une introduction avec une mise en contexte, pourquoi qu'on fait ça. Ensuite, on va passer à travers le bilan qu'on a fait pour le plan d'action sur les changements climatiques. Suivi de qu'est-ce que ça peut donner aussi en perspective pour le plan pour une économie verte 2030, suivi de quelques pistes d'action pour améliorer la situation et des conclusions. Pour la période de questions, comme tous nos autres webinaires, on vous invite à écrire vos questions dedans. En bas, en fait, de la page Zoom, il y a un Q&R, donc questions et réponses. S'il vous plaît, passez à travers ça. C'est sûr qu'on est toujours bienvenu d'ajouter des commentaires en discussion entre les participants, mais pour les questions que vous voulez directement que nous, on vous réponde, s'il vous plaît, passez à travers ça. Je vais peut-être, pendant que Pierre-Olivier parle, vous pouvez en fait soumettre des questions n'importe quand, mais je peux aussi répondre en arrière-plan, mais on va prendre les questions tout à la fin. Encore une fois, pour ceux qui arrivent, le PowerPoint et puis le rapport et le communiqué de presse, tout est déjà en ligne. Vous pouvez aller le télécharger. Quand j'aurai fini mon intro, je vais le mettre dedans le fil de discussion. Donc, ça ne sera pas nécessaire de vous demander la question pendant la période des questions. Donc, on passe tout de suite à l'introduction. Donc, la raison essentiellement qu'on voulait faire cette étude-là, c'était de comprendre, en fait, depuis la réforme de la gouvernance climatique qui a été mise en place par le gouvernement actuel en octobre 2020 avec le projet de loi 44, on voulait voir si effectivement ce qui nous promettait, c'est-à-dire d'avoir une transparence accrue de la reddition de comptes des plans d'action des changements climatiques au Québec, d'avoir aussi une reddition de comptes plus efficace. Ça allait effectivement nous permettre de mieux comprendre puis de mieux assurer qu'il y a des résultats directs qui sont rattachés au plan d'action des changements climatiques au Québec. On a aussi eu une simplification de la structure. Donc, à travers le projet de loi 44, il y a eu l'abolition du Conseil de gestion du Fonds vert, qui était l'instance principale responsable de faire la reddition de comptes, entre autres, des actions qui étaient dans le plan d'action des changements climatiques, puis aussi TEC, Transition énergétique Québec, qui a été aboli. Donc, puis depuis, en fait, cette réforme-là, comme vous savez, le gouvernement a adopté le plan pour une économie verte 2030, peu après la réforme, qui a été réalisé un peu étonnamment avant d'avoir fait un bilan global du plan d'action sur les changements climatiques. Donc, nous, ce qu'on voulait comprendre, c'était tout simplement dans quelle mesure est-ce que le PAC, qui est financé en grande partie par le Fonds vert, a-t-il contribué à la réduction des émissions globales du Québec, puis dans quelle mesure est-ce que les programmes ont été reconduits sous le PEV? Parce que c'est sûr qu'on a changé, le Fonds vert a été renommé le Fonds d'électrification et des changements climatiques, le plan d'action des changements climatiques est devenu le plan pour une économie verte, mais à un moment donné, c'est un étiquetage, ça reste quand même que les fondations sont les mêmes, donc on voulait comprendre c'est quoi, est-ce qu'il y a vraiment une amélioration ou bien est-ce que c'est pas mal la même chose, mais avec une différente étiquette. Donc, la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans le rapport, en fait, pour l'introduction, on a fait une mise en contexte pour que les gens comprennent que
les plans d'action des changements climatiques, le fonds vert, ça ne date pas d'hier. Puis, comme j'expliquais, même si on a un plan d'économie verte, ça reste que c'est dans la continuité logique depuis la création du fonds vert en 2006. On est en 2022, donc il y a quand même un historique là, qui fait en sorte qu'on a toujours la difficulté à avoir une reddition de compte complète de c'est quoi la performance de ce fonds qui est un des plus gros fonds spéciaux au Québec pour nous aider à atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et comme on sait, sans rentrer dans les détails, depuis la création en 2006, il y avait eu le plan, le premier plan, si on veut, pour les changements climatiques de 2006-2013. Ça a complété puis ça a été succédé par le plan de 2013 à 2020. Donc, le 2020, ça s'est terminé. Et ça a été remplacé par le plan pour une économie verte en 2030. Mais ce qui a été un élément déclencheur pour revoir finalement la gouvernance et aussi la reddition de comptes, c'est qu'il y avait eu en 2013 un rapport de la Commission de l'administration publique qui avait dénoncé des irrégularités dans la gestion du fonds vert, puis que c'est à ce moment-là qu'il a proposé au gouvernement de mettre en place ce qui s'appelle des fiches de suivi des actions à l'intérieur du plan d'action sur les changements climatiques. Et aussi, on a eu des rapports du VGQ, donc du vérificateur général avec le commissaire au développement durable qui ont aussi montré ces irrégularités-là. Donc, c'est toutes des instances qui étaient importantes. La première réforme, si on veut, a eu lieu en 2017 où le gouvernement a créé avec un projet de loi qui c'était le projet de loi 102, le Conseil de gestion du fonds vert. Puis ça, c'était avec une PDG qui était vraiment responsable de la gouvernance du fonds, de faire tous les suivis, la reddition de comptes qui était imputable devant l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, pardon, et donc non un ministre, mais l'Assemblée. Et il y avait quand même aussi des obligations dans la loi très détaillées là, pour qu'est-ce qui devrait livrer comme document de reddition de compte, si on veut, du fonds vert. Donc, on a eu ce conseil-là qui a été créé en avril jusqu'à peu près, jusqu'à son abolition, en fait, en 2020. Mais comme on voit, il y a eu beaucoup d'éléments là, qui ont été des rapports, toutes sortes de recommandations, des avis qui ont été produits, entre autres, ils ont commencé à regarder la performance individuelle des programmes. Et c'était pas parfait peut-être comme structure, puis c'est un peu pour ça que quand le nouveau gouvernement est venu en place, il a senti le besoin de faire une réforme. Mais la réalité, c'est que beaucoup des initiatives qu'elle allait mettre en vigueur, comme un tableau de bord public qui allait nous permettre de faire des suivis, des actions qui étaient menées par différents ministères. On pouvait faire le suivi concrètement de façon transparente. Fait que le projet de loi 44 qui a été annoncé en octobre, c'est que ça a aboli ce conseil-là. Plusieurs des éléments qui allaient mettre des nouvelles réformes qui allaient mettre en place ont été mis de côté et repris par le gouvernement parce qu'à ce moment-là, toute la reddition de comptes redevient sous la responsabilité du ministre de l'Environnement, comme c'était avant la création du Conseil de gestion du fonds vert. Donc, depuis ce temps-là, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, a republié des fiches de suivi. Mais il n'a pas fait de bilan du pacte parce que justement, c'est ça qui serait important. C'est sûr qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été annoncés individuels, mais à la fin, ce qu'on veut savoir, c'est l'ensemble de ces programmes-là, qu'est-ce que ça donne comme réduction? Puis, si dans le pacte, la performance globale, elle n'était pas suffisante, il y a combien de ces programmes-là qu'on a reconduits sous le PEV? Donc, on a tenté un petit peu de faire ça. Puis, c'est aussi intéressant de faire ça parce qu'on a un budget qui s'en vient dans quelques jours. En fait, ça va nous permettre, à travers notre bilan, de voir il y a combien d'argent si le PAC n'était pas super performant, mais qui est reconduit en grande partie les actions sous le PEV, est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats différents? Il y a aussi des élections provinciales qui s'en viennent au mois d'octobre. Et nous, quand on avait demandé au ministère, quand il y aurait un bilan qui sortirait, on nous a dit pas avant l'automne 2022. Donc, on sentait que c'était peut-être nécessaire de
de faire quelque chose d'ici là, en espérant que peut-être le gouvernement pourra reprendre un peu le travail qu'on a fait pour en faire un peu plus complet, parce qu'on n'a pas accès à toute l'information. Il y a aussi un rapport du VGQ qui est à prévoir peut-être au printemps. Donc, tous ces éléments-là devraient pouvoir aider aussi à avoir une meilleure compréhension. Donc, prochaine slide. Donc, l'objectif, c'était très simple. On voulait évaluer la contribution globale des actions sous le PAC à la réduction des GES au Québec. Donc, tout l'ensemble des actions dans le PAC, qu'est-ce que ça a donné? On voulait aussi identifier des programmes visant la réduction des GES qui étaient reconduits sous le PEV. Donc, de ces programmes-là dans le PAC qui visaient les réductions, combien qu'il y en a qui ont été reconduits sous le PEV. Puis après, ben, évidemment, on voulait de façon constructive proposer des pistes d'amélioration. Juste, je vais énoncer dès le départ qu'une des limites, il fallait qu'on circonscrit ce qu'on allait faire parce que c'était tout un travail, vous allez voir tout à l'heure, mais on n'évalue pas la performance individuelle des programmes. C'est pas ça. De toute façon, cette information-là n'est pas publique. Nous, tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment regarder les programmes haut niveau en regardant les réductions, les budgets qui étaient déjà dans des fiches, vous allez voir tout à l'heure, pour voir qu'est-ce que ça donnait de façon globale. Donc, pour la performance des programmes individuels, il va peut-être falloir attendre le rapport du VGQ ou d'autres instances du gouvernement. Donc, prochaine slide. Donc, juste rapidement, évidemment, tout ce qu'on vous dit, c'est beaucoup plus détaillé dans le rapport, mais la méthodologie n'est pas si complexe que ça. On est allé sur les sites du gouvernement. On a regardé, il y a une page sur le site du ministère de l'Environnement qui met une liste de à peu près 200 fiches de suivi. C'est essentiellement, quand tu cliques là-dessus, c'est des fichiers tableau Excel. C'est vraiment pas quelque chose que le grand public ou n'importe qui a envie de passer à travers, mais nous, on a fait ce travail-là. On est passé à travers toutes les fiches, on les a toutes colligées, puis à travers ça, on a, pour pouvoir évaluer les fiches pour comprendre qu'est-ce qui amenait des réductions versus qu'est-ce qui en amène pas. On a en fait utilisé le dernier tableau de synthèse des actions qui avaient des réductions de GES ou des cibles de réduction rattachées qui avaient été produits par le Conseil de gestion du Fonds vert. Sa dernière mise à jour, si on veut, ce tableau-là qui est aussi disponible en ligne, ça a été publié le 7 octobre 2020, puis c'était en date, les activités qu'il présentait, c'était en date du 31 mars 2020. Ben, nous, on voulait prendre son tableau essentiellement puis dire, ben, si le Conseil de gestion du Fonds vert existait encore, puis il avait dû le mettre à jour avec les données qui sont maintenant disponibles pour 2021, donc au 31 mars 2021, qu'est-ce que ça donnerait? Fait que c'était un peu ça, on a utilisé quelque chose qui existait, on a voulu mettre à jour ce tableau-là, puis à partir de ça, tirer des conclusions. Fait qu'on n'a pas inventé la roue, là, on a vraiment parti de quelque chose. Fait qu'à partir des fiches qui sont maintenant disponibles pour les actions au 31 mars 2021, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait 27 actions sur les 203 qui avaient des réductions de GES ou des cibles de GES qui étaient rattachées à ça. Donc, c'est très clairement identifié, en fait, dedans les fiches de suivi, quelles actions visent des réductions ou non. Fait que nous, on a pris celles que c'était clairement identifié pour des réductions directes de GES. Toutes les autres actions, ça peut être, par exemple, la recherche, ça peut être des investissements dans des enjeux de communication ou des formations peut-être. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons parce qu'ils n'ont pas de réduction de GES. Ça veut juste dire qu'il n'y en a pas de réduction directe qui sont rattachées à ça. Mais nous, on s'est concentré pour notre analyse vraiment sur les 27 pour voir qu'est-ce que ça donnait, parce que ça reste quand même que le PAC, son objectif, c'est de nous accompagner dans la réduction des GES. Donc, de ces actions-là, on en a identifié 22 qui avaient des cibles. Donc, dans les fichiers Excel, c'est indiqué qu'il y avait
des cibles. Donc, on pouvait aussi faire un suivi des actions par rapport aux cibles qui s'étaient données. Pour les actions du PEV, contrairement aux fiches de suivi qui étaient sur le ministère de l'Environnement, ils se retrouvent sur un site différent. Donc, ce n'est même pas sur le ministère de l'Environnement, c'est comme un site du gouvernement plus générique. Puis, dans les deux cas, il n'y a pas de lien comme qui dit, si vous voulez voir les fiches de suivi du PAC, vous pouvez aller là. C'est déjà comme problématique. Mais pour l'instant, il va peut-être en avoir plus, mais il y a 102 fiches de suivi. Mais ces fiches de suivi-là, sous le PEV, n'ont pas de quantification des réductions de GES. C'est vraiment juste des budgets. C'est plus descriptif pour l'instant. Il n'y a pas d'indicateurs. Il y a vraiment beaucoup moins d'informations que dans les fiches du suivi du PAC. Ça va peut-être être amélioré, mais pour l'instant, c'est ça qui est disponible. Et de ces actions-là, ils n'ont pas tout le temps les mêmes noms. Ils ont changé les titres par rapport aux actions sous le PAC. C'est pas facile, mais nous, avec des critères on s'est établis, entre autres de voir si ça avait le même nom, s'il y avait des éléments quand même assez comparables, on pouvait identifier là, que c'était une activité du PAC qui a été reconduite sous le PEV. Fait que toute la méthodologie est là. Pierre-Olivier aussi va pouvoir le montrer, mais on a identifié essentiellement 13 actions visant les GES qui étaient dans le PAC, qui ont été reconduits sous le PEV pour l'instant. Donc ça, c'est comme ce qu'on commence avec pour faire les analyses qu'on va vous présenter les résultats tout à l'heure. Donc, je pense, Pierre-Olivier, que ça fait le tour pour moi. Et maintenant, c'est Pierre-Olivier qui va vous présenter les résultats. Merci. Merci, Joanne. Merci à vous pour votre attention. Vous pouvez peut-être prendre votre boîte de Tylenol à côté de vous parce que ça peut vous donner un mot de tête. C'est un effet secondaire qui arrive avec l'étude des actions du PAC et du PEV et de cette entreprise-là. Donc, accrochez-vous, mais on va essayer de vous aider quand même. Donc, si on veut présenter globalement les résultats donc, du plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020, 203 actions que Joanne a mentionnées, il n'y en a que 13% qui sont associés à des réductions de gaz à effet de serre, ce qui peut paraître étonnant parce que ça veut quand même dire que 87% ne sont pas associés à des réductions de gaz à effet de serre. Comme Joanne l'a dit, il peut y avoir des très bonnes actions de sensibilisation, de formation, d'éducation et peut-être par ailleurs des actions que nous n'avons pas étudiées qui sont largement distinctes ou inutiles par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Ça reste à évaluer. C'est un travail que nous ne faisons pas, qu'il faudrait faire et que le gouvernement ne fait pas, savoir si vraiment ces actions-là sont justifiées ou non. En termes de dépenses, et donc là, c'est la tarte de droite que vous voyez. Eh bien, les 27 actions qui agissent sur les changements climatiques, eh bien, elles s'accaparent 80% du budget, soit 4,6 milliards de dollars. Donc, on peut quand même se rassurer en se disant, mais il y a peut-être peu d'actions, mais ce sont des actions qui ont beaucoup d'argent et qui qui bénéficient du financement pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, ça pourrait être une bonne nouvelle de se dire que l'argent va sur des actions de réduction. Ça serait une bonne nouvelle si on atteignait nos cibles, voire dépassait nos cibles. Malheureusement, c'est ce que les résultats vont nous indiquer, c'est que nous n'atteignons pas du tout les cibles. Et donc, il y a plusieurs manières de penser ces cibles-là. La cible principale pour 2020, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% sous le niveau d'émissions de 1990. 20% sous le niveau d'émissions de 1990, c'est l'équivalent de 15 millions de tonnes de réduction qui aurait dû apparaître au Québec. Donc, on aurait dû réduire en 2020 de 15 millions de tonnes. La cible globale du plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020 ne ciblait globalement que 3,6 millions de tonnes. Donc, même si le PAC avait livré la marchandise, par rapport à sa cible globale, on n'aurait eu que 3,6 millions de tonnes sur les 15 millions de tonnes qu'il aurait fallu réussir à éliminer de notre bilan carbone en 2020 si on avait atteint notre cible de 2020.
Donc 3,6, c'est déjà une portée très limitée par rapport à l'action climatique réelle qu'il faudrait faire. Dans les actions que le gouvernement a documentées, comme Johan l'a dit, il n'y a pas des cibles qui sont associées à chaque action. Il n'y a en fait que 22 actions qui ont des cibles précises. Il y a 27 actions qui touchaient au changement climatique. Donc, ça veut dire qu'il y en a 22 qui avaient des cibles, 5 qui n'avaient pas de cible, mais qui réduisaient quand même les gaz à effet de serre de manière non ciblée. Mais donc, quand on additionne les cibles des 22 actions qui ont des cibles, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des cibles pour 2,6 millions de tonnes. Donc, 2,6 millions de tonnes, ça, c'est en fait minimalement, on avait dit si le PAC 2013-2020 avait été un succès, on aurait en 2020 réussi à réduire les émissions avec les programmes de 2,6 millions de tonnes. Donc, la première chose qu'on peut dire grâce à notre résultat de compilation, et même si c'est un travail qui a eu besoin d'une bonne dose de Tylenol, c'est un travail relativement simple, c'est-à-dire prendre les 203 fiches et regarder quel est le chiffre rapporté par le fonctionnaire qui a rempli cette fiche-là. Et quand on fait la somme de tout ce qui est atteint comme pour chacune de ces 22 actions qui ont des cibles qui rapportent des gaz à effet de serre, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on obtient le chiffre de 1 780 000 tonnes de réduction de GES. Et donc, clairement, nous n'atteignons pas la cible déjà amoindrie du PAC avec les actions qui ont été mises en œuvre. Donc, on peut de façon très claire, très nette, dire que le plan d'action sur les changements climatiques n'a pas livré ses résultats. Ça ne prend pas des analyses approfondies, même si elles ne sont pas faciles ni facilitées par la manière dont les fiches sont construites et rendues disponibles. Si on fait une synthèse, somme toute, simple, mais malgré tout éreintante de ces fiches-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on passe complètement à côté de notre objectif, qui était déjà pas très ambitieux par rapport à ce qu'il faut faire. Je vous rappelle, c'est 15 millions de tonnes qu'il aurait fallu réduire. Et en plus, la cible du PAC, elle était initialement, en 2013, elle avait été initialement fixé à 6 millions de tonnes. Et en cours de route, le 6 millions de tonnes, on avait descendu ça à 3,6 millions de tonnes, probablement pour se augmenter les chances de réussir à atteindre la cible. Mais comme vous le voyez, on est très, très loin du 6 millions de tonnes, du 3,6 et du 2,6, parce qu'évidemment, c'est des cibles changeantes. Alors, peut-être que dans la nouvelle version du PAC rétrospectif qu'on va écrire, peut-être que la cible va être diminuée à 1,7,8. Comme ça, on va pouvoir dire qu'on a atteint une cible, mais en fait, probablement pas, parce qu'il y a des limites à réécrire le passé. Ce que je veux mentionner ici avec vous, c'est que il y a les réductions annuelles à travers les différentes actions, puis on va parler de ces actions-là un peu plus dans quelques minutes. Ces réductions annuelles, eh bien, comme vous le voyez, là, elles ont commencé en 2013, les programmes et les actions se sont mises en place progressivement. Donc, vous voyez une augmentation des émissions réduites ou évitées grâce aux actions du PAC. Et le PAC s'est terminé en 2020. On est maintenant dans le PEV, mais les actions qui ont été mises en place, par exemple, la voiture électrique qui a été subventionnée avec 8 000 $ dans le programme Rouler vert, elle roule encore en 2021, 2022, 2023. Donc, on compte encore des impacts du PAC au-delà de 2020, puisque plusieurs des investissements qui ont été faits dans des efforts d'efficacité énergétique ou de substitution vont continuer à porter des fruits au-delà de 2020. Donc là, quand vous voyez les réductions résiduelles, ce sont les réductions supplémentaires qui vont arriver dans le futur grâce à des actions menées sous le PAC. Et donc, c'est important de comprendre que les actions en bleu clair, elles portent fruit, mais de moins en moins, parce qu'évidemment, c'est des programmes, donc il y a d'autres programmes. Les programmes du PEV vont avoir d'autres impacts, mais les programmes du PAC qui ont été faits entre 2013 et 2020, les programmes n'ont plus de déboursés d'argent, mais les déboursés d'argent qui ont lieu vont continuer à porter fruit, mais de moins en moins parce que évidemment il y a des voitures électriques qui vont être vendues, il y a différents éléments qui vont être changés, donc ça, ces initiatives-là ont de moins en moins de portée.
un problème dans l'évaluation de toutes ces actions-là, c'est que la durée de vie des actions et la durée de vie des résultats sur des années sur lesquelles on peut observer des résultats de réduction sont très mal définis, très mal documentés. Il n'y a aucune standardisation dans la manière dont on présente les résultats, la durée de vie des actions, et ce qui rend le travail d'évaluation particulièrement difficile. Mais si on prend au mot ou à la lettre ou au chiffre, plutôt, si on prend au chiffre les résultats indiqués, on rate la cible. Ce 1,778 millions de tonnes, on peut le prendre et dire que c'est raté, mais si on voulait avoir un regard un peu plus réaliste sur ce 1,78 millions de tonnes, et on va parler un petit peu, on pourrait dire qu'il est à peu près certainement surévalué, largement surévalué, parce que, et je vais en parler un peu plus tard, on a des sérieuses préoccupations quant à la fiabilité des chiffres qui sont indiqués dans les fiches de suivi du PAC. Et donc, nous pensons que, en fait, c'est une surévaluation importante des résultats réels. Donc, parlons un peu plus. Avant de parler un peu plus spécifiquement de certains programmes, le 1,78 millions de tonnes, ça ne correspond donc à 68% du 2,6 millions de tonnes qui était la cible officielle, qu'à la moitié de la cible globale du PAC. Donc, encore une fois, je vous dis la cible globale du PAC, c'est la cible de tout le PAC. Mais par contre, toutes les actions n'ont pas des cibles. Et quand on regarde on fait la somme des actions, on n'a que 2,6. Il aurait fallu réduire de 15 millions de tonnes. Donc, en fait, on peut dire qu'en étant optimiste, le 1,78 millions de tonnes nous a permis de réduire de 12% les émissions, de remplir 12% de l'objectif qu'on avait de réduire de 15 millions de tonnes. Donc, objectif malheureusement largement non atteint. Et pour 2030, on doit réduire de 30 millions de tonnes. Donc, autant vous dire que les actions du PAC ne sont certainement pas des modèles à reproduire, étant donné la piètre efficacité globale qu'elles ont eue dans leur durée de vie. Donc, qu'est-ce que nous avons comme type d'action? Parce que peut-être que certains d'entre vous ne sont pas très familiers avec toutes les actions du plan d'action contre les changements climatiques. Eh bien, nous avons des actions qui sont menées par le ministère des Transports du Québec, le MTQ, des actions qui sont menées par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le MERN. Et ce sont donc, là, vous voyez, l'essentiel des actions. Il y a aussi des actions menées par le MELCC, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui sont les trois grands ministères qui ont des actions financées par le PAC. Donc, les principales actions, éco-camionnage, donc ça, c'est des programmes qui permettent aux camions lourds de bénéficier de subventions pour, par exemple, mettre des jupettes sous les camions lourds pour améliorer leur aérodynamisme. Mais il y a toute une panoplie de programmes sous éco-camionnage. Il y a des sous-programmes. Et donc, encore une fois, comme l'a dit Johan, on n'a pas été dans le détail de chacun des sous-programmes. Rouler vert, c'est le programme qu'on connaît le mieux. C'est celui qui donne des chèques de 8 000 $ aux conducteurs de véhicules électriques pour réduire le coût d'achat d'un véhicule électrique. Éco-performance industrie, le volet industriel, c'est pour, encore une fois, accompagner des industries en permettant des efforts, des initiatives d'efficacité énergétique et d'achat d'équipements plus efficaces dans les industries. Vous avez Rénovert pour les rénovations vertes, programme qui a disparu du PAC. Vous avez Chauffer vert qui est là. Et chose intéressante à noter, donc encore une fois, on avait 203 actions, 27 actions avec des réductions. Sur les 27 actions avec réduction, il y en a 5 actions, les 5 que vous voyez entourées là, qui sont responsables de 80% des réductions de gaz à effet de serre. Et qui n'ont, c'est pour 80% des réductions de gaz à effet de serre, donc le 1,78 millions de tonnes, on a 80% de ce 1,78 millions de tonnes qui viennent de ces 5 actions et qui n'ont représenté que 30% des dépenses. Donc là, vous vous dites, pour le 20%, oui, on a dépensé le 70% des budgets, ce qui veut dire que pour ce 80% de GES, quand on regarde le montant total, ça nous a donné
1,4 milliard de dollars, ce qui grosso modo correspond à 200 dollars la tonne de réduction. Et pour le 20% des GES qu'on a réduits ailleurs, qui ont accaparé 70% des dépenses, eh bien, on a 3,2 milliards de dollars qui ont été dépensés et pour un coût moyen, grosso modo, très approximatif, de 2000 dollars la tonne pour ces 20% des gaz à effet de serre réduits sur le 1,78. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un déséquilibre énorme entre des actions qui donnent des résultats et qui accaparent certains montants du budget et un paquet d'actions qui, les 22 actions ici, qui n'ont apporté que 20% des résultats et qui ont coûté 70% du budget du PAC. D'ailleurs, le Conseil de gestion du Fonds vert, dans un de ses rapports précédents, avait très clairement indiqué qu'il y avait un très grand nombre d'actions qui ne méritaient pas de perdurer dans leur forme actuelle parce qu'elles n'étaient pas efficaces. Et donc, sans vouloir pointer du doigt certaines actions, on peut dire que il y a fort probablement un très grand nombre d'actions qui coûtent très cher, qui ne donnent pas de résultats, et à défaut de pouvoir justifier comment l'éducation ou comment la sensibilité ou comment des éléments moins tangibles que des gaz à effet de serre s'améliorent, eh bien, il faudrait les revisiter pour s'assurer de peut-être être un peu plus performants. Donc, ces 5 actions, comme vous le voyez, là, on les a sous une autre forme de tableau, on les montre. C'est les actions éco-camionnage, éco-performance industrielle. Vous voyez, ce sont les 2 actions qui ont amené de manière documentée dans les fiches de suivi le plus de réduction de gaz à effet de serre. Donc, ces 5 actions-là ont amené 80% des réductions et les autres, eh bien, ils ont apporté beaucoup moins. Et donc, il faudrait sans doute se questionner sur la pertinence de dépenser 3,2 milliards de dollars pour 22 actions qui n'ont apporté que des pacotilles en termes de réduction de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il n'y a pas des manières plus structurantes, plus performantes de dépenser son argent? Juste pour encore une fois illustrer le déséquilibre entre des résultats en termes de réduction de gaz à effet de serre, que vous voyez les cercles rouges, c'est des résultats de gaz à effet de serre, et ça c'est sur une base annuelle, et vous avez les dépenses, les barres grises, c'est des dépenses totales en millions de dollars. Donc, par exemple, vous avez ici, là, et je vais vous dire ce que c'est ce programme-là, qui est le programme qui a accaparé le plus d'argent, 2,7 milliards de dollars, donc 2743 millions de dollars, ont permis de réduire sur une base annuelle 68 000 tonnes de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez très peu de réduction annuelle, énormément d'argent. C'est pas forcément de l'argent mal dépensé parce que ces 2,7 milliards de dollars, ils ont été dépensés pour le transport en commun. Et donc, je ne vais certainement pas dire du mal du transport en commun. Malheureusement, quand on regarde, quand on vérifie les émissions, les réductions d'émissions qui sont associées à ça, eh bien, ça ne livre pas. Donc, il faut se poser la question, si on veut réduire les émissions, est-ce qu'on a bien dépensé notre argent? Est-ce qu'on l'a fait de manière structurée et structurante? La réponse, je vous laisse la trouver pour vous-même. Donc là, ce qu'on a encadré ici dans les grands cadres rouges, c'est les 5 actions que je vous mentionnais qui ont livré le plus. Donc là, c'est pour ça que vous voyez des ronds rouges qui sont assez élevés avec des montants en gris qui sont peut-être élevés. Dans certains cas ici, vous voyez 68 000 dollars, non, 68 millions de dollars pour 460 000 tonnes de gaz à effet de serre réduits. Donc, évidemment, très performant. C'est un des programmes industriels, je crois, qui sont intéressants. Donc, des résultats, d'une part, décevants quand on regarde les cibles, des résultats qui sont très déséquilibrés parce qu'on a des actions qui sont en fait moindrement financées mais qui donnent beaucoup et d'autres actions qui reçoivent beaucoup d'argent mais qui ne donnent pas de résultats. Et un problème supplémentaire, c'est la fiabilité des résultats. On a
une faible fiabilité. Nous pensons, en ayant étudié ces fiches-là, on pense que c'est faible et qu'on a des réductions. Donc, comme c'est faiblement fiable, les réductions d'émissions sont surestimées. Pourquoi on a des problèmes de fiabilité? Essentiellement pour 5 raisons, 5 enjeux, mais qui n'ont aucune prétention à l'exhaustivité. Il y a probablement d'autres enjeux. Un, le taux d'opportunisme. Par exemple, je vais donner un exemple. Qu'est-ce que c'est le taux d'opportunisme? Il y a des gens qui adorent les voitures électriques, qui auraient acheté une voiture électrique même sans la subvention de 8 000 $ du gouvernement québécois. Eh bien, ces gens-là, évidemment, ils vont prendre le 8 000 $ et ils vont acheter leur voiture électrique. Ce sont des opportunistes que le programme n'a aucunement convaincu d'acheter une voiture électrique. Personne ne veut blâmer ces personnes-là de prendre le 8 000 $, mais simplement le programme de rouler vert n'a pas convaincu tous les acheteurs de véhicules électriques d'acheter une véhicule électrique. Il a permis à un certain nombre d'en acheter. Et donc, quand on fait une évaluation de programme, c'est essentiel d'éliminer ces opportunistes-là de la performance du programme. Parce qu'il faut voir combien de gens le programme a convaincu d'acheter des véhicules électriques, pas combien de véhicules électriques ont été subventionnés. Et donc ça, l'ajustement de l'efficacité des programmes pour équilibré pour le taux d'opportunisme n'est aucunement fait dans l'analyse, ou si c'est fait, ce n'est aucunement visible à aucun endroit dans les fiches qui sont présentées. Ces fiches qui sont présentées et qui indiquent des réductions de tonnes de gaz à effet de serre ne sont aucunement vérifiées par des tierces parties, ne sont aucunement standardisées, ce qui veut dire que quand vous prenez une fiche, vous allez à une autre fiche, il y en a une qui vient d'un ministère, une autre qui vient d'un autre ministère ou qui vient même d'un directoire différent, d'une direction différente, d'un ministère qui s'occupe d'un programme différent, eh bien, il n'y a aucune standardisation, aucune vérification, ce qui rend l'analyse évidemment extrêmement difficile à faire et très peu comparable et très peu fiable. On a aussi remarqué que il y a des émissions hors Québec qui sont comptées dans le bilan que je vous ai présenté. Par exemple, quand des camions lourds bénéficient de programmes d'amélioration de leur aérodynamisme. Ces camions lourds-là ne sont pas confinés au Québec. Ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller en Ontario, ils vont aller au Nouveau-Brunswick, ils vont voyager, ils vont réduire les émissions un peu partout en Amérique du Nord. Et c'est très bien. Mais pour le bilan québécois, ça ne compte pas. Si vous réduisez les émissions aux États-Unis, c'est très bien, mais ça ne compte pas dans le bilan québécois. Et donc, ça ne réduit pas les émissions au Québec. Et donc, ça ne peut pas compter dans le bilan québécois. Donc, il faudrait départager ça. Il y a aussi des enjeux de double comptage, notamment entre le programme Chauffer vert et Rénov' vert. Il y avait des doubles comptages qui a été documenté par le MELCC lui-même et rapporté. Donc, on ne peut pas exactement, comme on comptait mal à la base les réductions dans chaque programme, ils sont mal comptés, mais on s'est rendu compte qu'on comptait probablement la même chose dans les deux. Et ça, c'est le MELCC qui le dit. Donc, il y a du double comptage à l'intérieur et d'une manière générale, un manque de rigueur, des incohérences, notamment sur la manière, la longévité des actions. On ne sait pas quelle est la longueur, la longévité des actions, combien de temps ça va perdurer, leur effet va perdurer. Donc, il y a un manque généralisé de rigueur et d'un grand niveau d'incohérence là-dedans. Donc, ça nous amène à les perspectives sur le PEV. Le PEV, je vous le rappelle, c'est le plan pour une économie verte 2030 qui est le successeur du plan d'action sur la lutte contre les changements climatiques. Ce PEV, c'est une politique cadre qui encadre la lutte contre les changements climatiques. Donc, on pourrait espérer qu'il encadre la lutte contre les changements climatiques, qu'il encadre les différentes actions de la lutte contre les changements climatiques. Dans le plan de mise en œuvre, il y a évidemment des actions et le gouvernement a reconduit un très grand nombre d'actions, enfin très grand nombre. Je vous ai dit, il y avait seulement 27 actions qui étaient associées à des réductions de GES, mais sur ces 27, il y en a 13 qui ont été reconduites assez directement, minimalement 13, peut-être plus, parce que, comme vous le savez, quand on est en politique, quand on est
enfin, en marketing, d'une manière générale, on aime ça changer les noms, on aime ça faire des petites modifications, des améliorations, ce qui peut rendre, peut paraître des choses comme étant nouvelles alors qu'elles ne sont que des choses recyclées. Le recyclage, ça peut être très bien. Et encore une fois, je suis la dernière personne qui va parler contre le recyclage, mais évidemment, quand c'est simplement pour faire présenter comme du neuf, du vieux, ça, c'est peut-être plus problématique. Donc, on a 13 actions qui ont été reconduites et dont le budget a été bonifié. Donc, on a pris les actions du PAC, des actions, comme je vous dis, qui ne sont pas des actions particulièrement efficaces et en tout cas qui ont échoué à atteindre leur cible. Ces 13 actions-là, on les a reconduites, on leur a augmenté leur budget, on a fait tripler leur budget, presque tripler leur budget. Là, c'est marqué en tout petit, mais vous voyez peut-être un 290% ici. Ça, c'est la croissance budgétaire des 13 actions qui ont été reconduites du PAC au PEV. Les 5 actions qu'on avait identifiées comme étant les actions là, qui ont produit 80% des réductions de GES et qui n'ont coûté que 30% du budget, de ces 5 actions, on n'a que 4 qui ont été reconduites. Il y a Renault Vert qui est tombé au combat. Renault Vert est tombé au combat parce qu'il est devenu Renault Climat. Renault Climat existe encore, et il n'est plus là parce que même si c'est Renault Climat, et Renault Climat, vous entendez le mot climat, climat, ça pourrait être lié au changement climatique, mais le Renault Climat ne fait pas partie du plan pour une économie verte, donc de la politique cadre sur la lutte contre les changements climatiques, parce qu'il est financé par un autre fonds. Donc, Renault Vert, devenu plutôt Renault Climat, il est financé ailleurs, il disparaît, mais les 4 autres sont là. Et donc, si les 4 autres sont là, ça veut dire que parmi les autres actions ici, donc les 9 actions restantes, sont des actions qui ont coûté cher et donné pas grand-chose. Peut-être qu'elles sont justifiées, peut-être que ce sont des très bonnes actions, mais il faut quand même se poser la question, si elles coûtent cher et ne donnent pas grand-chose en termes de réduction de gaz à effet de serre, quels sont les sacrés bons arguments que nous avons pour les garder? Il y en a des sacrés bons arguments. Je suis certainement pas quelqu'un qui va parler contre l'éducation à l'environnement et au changement climatique et à l'énergie. Ça coûte quelque chose de l'éducation. Alors, il faut financer l'éducation, mais disons-le clairement, on ne finance plus la lutte contre les changements climatiques directement, mais on la finance sur des actions qui sont vouées à l'éducation. Donc, il s'agit de bien indiquer pourquoi on le fait, pas pour réduire directement les GES, mais pour d'autres raisons, et ça, ce n'est pas indiqué. Et ce que nous concluons, nous sommes forcés de conclure, c'est que le budget a été bonifié malgré l'échec global à atteindre les cibles du PAC. On a échoué et on a augmenté le financement du mauvais élève. C'est un petit peu comme si je prenais mes élèves qui ont échoué à mes cours et que je leur donnais une bourse d'excellence pour continuer leurs études. Peut-être qu'ils ont besoin d'une bourse pour continuer leurs études parce qu'on veut les encourager. C'est vrai, mais il reste qu'on a récompensé des gens qui ont échoué. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on échoue qu'on ne mérite pas d'avoir du soutien et du support, mais il faut justifier ce support. Alors, qu'est-ce que nous concluons? Et avant de passer à la période de questions, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est être plus sérieux, de grâce, un peu plus de sérieux dans la lutte contre les changements climatiques. Ça fait au moins depuis 2006 que nous avons un plan d'action sur les changements climatiques, que rapport après rapport, on constate que nous ne livrons pas la marchandise, que nous échouons à atteindre nos cibles, que des sommes sont dépensées sans qu'on puisse comprendre pourquoi elles sont dépensées et quels résultats ils donnent. Le gouvernement actuel, M. Legault, a dit lui-même que ça n'avait pas d'allure quand il était à l'opposition, ça n'avait pas d'allure la manière dont le Fonds vert dépensait son argent. Il n'a strictement rien changé dans la manière dans la rigueur, la transparence et l'indépendance que nous avons de gérer les fonds dans le PEV. Le PEV, c'est la répétition du PAC, du moins tout ce qu'on a pu constater avec les informations publiques données aujourd'hui, c'est que c'est le même manque de rigueur, le même manque de transparence, la même indépendance dans la reddition de comptes. En fait, c'est pire puisque le conseil de gestion du Fonds vert qui arrivait de peine et de misère à donner quelques résultats et quelques informations, a été aboli et que depuis son abolition, strictement rien ne vient remplacer ces travaux.
il faudrait donc être plus sérieux, avoir une approche de gestion de projet, puisque la transition énergétique, c'est un grand projet que nous avons qui se décline à travers de multiples projets. Il faut des gestionnaires de projets, il faut des gens qui font du suivi de projets, chose que nous n'avons jamais pu constater d'aucune manière que ce soit à travers les fiches de suivi. Et fiches de suivi, on met des guillemets avec fiches de suivi parce que le terme suivi ici est très, 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 très vague. C'est un suivi extrêmement lointain et extrêmement ardu. Plus de sérieux. Après, il faut utiliser des outils complémentaires. Si on veut atteindre nos cibles qui sont ambitieuses, il va falloir mettre de l'écofiscalité. Et on a déjà de l'écofiscalité, mais il va falloir décupler l'écofiscalité que nous avons déjà. Il va falloir mettre de la réglementation et on ne pourra pas échapper à des actions bien plus musclées que ce qu'on a aujourd'hui sur les secteurs clés en industrie, faire beaucoup plus de gestion de l'énergie. Il y a des programmes sur la gestion de l'énergie, il y a des plans de décarbonation qui sont demandés, mais il va falloir faire les choses beaucoup plus sérieusement, beaucoup plus en profondeur, avec oui, beaucoup plus de soutien parce que la bonne nouvelle, et si vous avez lu la presse aujourd'hui, vous avez pu apprendre que le marché du carbone a généré plus de revenus que ce qui était attendu et qu'il y a en fait dans le fonds vert, il y a aussi des sommes qui ne sont pas dépensées. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons de l'argent, le gouvernement a de l'argent pour la transition énergétique. Le problème, c'est qu'il n'a pas de programme pas d'actions à proposer qui sont structurantes pour amener à la décarbonation. Dans les bâtiments, il va falloir auditer les bâtiments, il va falloir divulguer la performance des bâtiments, il va falloir mettre des normes plus sévères, faire des suivis beaucoup plus rigoureux de la consommation d'énergie dans les bâtiments, avec aussi des plans de gestion d'énergie dans les bâtiments. En transport, il va falloir prendre la politique de mobilité durable au sérieux pour une fois et prendre la politique qui est existante et faire effectivement la réduction, le transfert et l'amélioration. Et il faut mettre l'emphase, comme la politique de mobilité durable du gouvernement le dit, l'emphase doit être sur la réduction des déplacements et des besoins en déplacement avant tout. Ce n'est pas l'électrification la priorité, c'est la réduction. L'électrification, ça vient en troisième, c'est après avoir réduit, transféré, là vous améliorez et là vous mettez des véhicules électriques. Je vous remercie. Vous pouvez télécharger le rapport à l'adresse. Nous pouvons passer à la période de questions. Il nous reste 13 minutes et j'ai bien hâte de passer aux questions qui abondent, semble-t-il, dans la période de questions. Cyril Michaud, je commence, Johan, et Johan, interromps-moi si tu veux, mais Cyril Michaud nous dit « Merci pour le rapport et la présentation. Avez-vous pu évaluer le niveau des réductions de GES qu'il y aurait eu sans ces actions du PAC ?» soit des réductions dues aux économies tendancielles ou aux réductions tendancielles des émissions. La réponse, c'est que non, on n'a pas pu faire cette évaluation-là parce qu'on n'avait pas cette mission-là, ce mandat-là. On a surtout voulu regarder quels étaient les chiffres documentés. Personnellement, je crois que ça aurait été très proche de ce qu'on a. En fait, sans le PAC, comme on l'a dit là, au mieux on aurait eu, avec le PAC, au mieux on a des diminutions de 1,78 million de tonnes par rapport au cours normal des choses. Moi, je pense que ce chiffre-là, mais c'est complètement subjectif et arbitraire. Peut-être la moitié devrait être enlevée parce que ce chiffre est surévalué. Donc, peut-être qu'on a 1 million de tonnes d'éviter grâce au PAC. J'ajouterais juste à relever parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui portent spécifiquement comme sur la performance de certains programmes. J'imagine qu'il y a plein de gens qui travaillent sur des éléments spécifiques, mais on ne pouvait pas le faire. Il faut juste comprendre que la seule chose qu'on avait, c'est des fiches de suivi en format Excel sur les sites web du gouvernement et puis que ces fiches de suivi-là sont remplies par les ministères et organismes qui ont des ententes dans le passé, c'est avec le Conseil de gestion du Fonds vert, mais là, ils ont tous signé les ententes avec le ministère de l'Environnement. Donc, c'est tout ce qu'on a. C'est pour ça que quand on dit des enjeux de fiabilité d'un donné, c'est parce que chaque ministère peut avoir un peu son approche à la comptabilisation et tout ça. Puis ça, on n'est pas en mesure de dire quel ministère a vraiment eu le plus de rigueur ou non, combien d'argent a été utilisé de façon plus efficace pour une meilleure gestion, moins pour des opérations, plus pour les programmes. On n'a pas ce niveau de détail-là. C'est pour ça que le Conseil de gestion du Fonds vert était extrêmement important
On espère que le commissaire au développement durable et le VGQ va pouvoir peut-être amener un peu d'éléments comme ça, mais clairement, on a perdu beaucoup en ayant le conseil de gestion du fonds vert qui n'est plus là pour regarder de façon journalière avec une équipe de 15-20 personnes en détail toutes ces mesures-là. Donc, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas comment les prendre. Non. Alors, il y a une question d'une personne anonyme qui dit, lorsqu'on considère la cible de réduction des GES du Québec de 15 millions de tonnes en 2020, est-ce que le PAC est le seul moyen utilisé au Québec pour y arriver? Par cela, ne devrions pas nous inclure les autres réductions de GES de l'ensemble des actions, par exemple les programmes d'efficacité énergétique d'Énergir, d'Hydro-Québec, etc., du fédéral, pour avoir une réduction, un portrait global de la situation? Donc oui, évidemment, le PAC n'est qu'un morceau. Il y a d'autres actions, comme ça a été mentionné, Hydro-Québec, Énergir ont des programmes d'efficacité énergétique qui peuvent contribuer aussi. Maintenant, le PAC, c'est le plan d'action de la lutte contre le changement climatique, et maintenant le PEV est une politique cadre. Encore une fois, dans le mot politique cadre, il y a le mot cadre qui devrait encadrer l'ensemble des actions. Donc, on pourrait s'attendre de manière légitime à ce que la politique cadre fasse la synthèse de toutes ces actions-là. Elle ne le fait pas. Les actions qu'Hydro-Québec mène, les actions que Énergir mène, certaines actions du MERN, par exemple, Renault Climat, ne font pas partie du PEV aujourd'hui dans la nouvelle structure, dans la nouvelle politique cadre. Donc, on a de quoi s'y perdre, on a de quoi ne pas comprendre quel est le portrait global. Et ce que nous, on a fait, et ce qu'on voulait faire, parce que ce n'est pas fait par le gouvernement malgré les attentes en termes de reddition de comptes, on voulait se dire, est-ce que ce qui a été fait a fonctionné? La réponse est non. Est-ce qu'on refait la même chose? La réponse est pas mal oui. On refait la même chose. On reconduit 13 actions du PAC, on les reconduit dans le PEV. Concernant le transport en commun, d'une question de Camille Laventure, avez-vous des pistes de ce qui peut expliquer la profondeur de cette différence entre les investissements et les bénéfices sur la réduction des GES? Est-ce que c'est le REM? Est-ce que c'est des investissements massifs pour les bus et les autobus électriques? Donc, la réponse, c'est que c'est essentiellement les 2,7 milliards qu'on a donnés au transport en commun, c'est essentiellement des fonds qui ont été donnés pour non pas des structures, mais pour les opérations du transport en commun. Donc, ce ne sont pas comme c'est pour les opérations, ce ne sont pas des réductions de gaz à effet de serre qui vont être récurrentes et qui vont continuer à l'avenir. C'est pour les opérations. Donc, dès qu'on arrête de donner l'argent, les opérations cessent et donc on ne peut plus associer de réduction à ça. Et on sait que le transport en commun, aussi important soit-il, ne convainc pas la majorité des Québécois. Le parc automobile augmente au Québec, non seulement en nombre, mais en taille. Je vous réfère à l'état de l'énergie au Québec pour avoir plus d'informations sur la manière dont évolue le parc automobile du Québec. Et donc, malgré les investissements en transport en commun, on a beaucoup de mal à sortir les gens de leurs véhicules individuels. Et donc, on a peu de réductions associées au transport en commun, même si c'est essentiel comme pour le transport et la mobilité durable. Pierre-Olivier, il y avait une question, quelqu'un qui demandait si on a estimé la moyenne de l'aide financière octroyée par tonne de CO2 évité. On aurait aimé ça, le faire, mais encore une fois, en raison des enjeux de fiabilité des données, on a décidé de ne pas le faire parce que probablement, ça ne serait pas juste. Il y a plein, en fait, on a fait plein d'analyses extra qui ne sont pas dans le rapport, mais qu'on ne se sentait pas à l'aise de mettre de l'avant, étant donné qu'on n'avait pas confiance dans la fiabilité des données. Mais effectivement, ça serait quelque chose de super utile à faire éventuellement pour pouvoir voir quelles mesures que ça coûte extrêmement cher versus d'autres, puis est-ce qu'il y a des moyens de l'améliorer. Puis quand on parle, il y a quelqu'un d'autre, Hugo Cordeau, qui demande la question, est-ce que la nouvelle gouvernance du Fonds vert se voit, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que c'est suffisant? Clairement, la réponse, c'est non, parce qu'on n'a pas justement tous ces indicateurs-là. On a perdu beaucoup, malheureusement, de temps en abolissant le Conseil de gestion du Fonds vert. Puis là, depuis, on a mis un bureau d'électrification des changements climatiques qui reprend un peu les fonctions du Conseil, mais qui se retrouve maintenant à relever directement du ministre. Il y a comme plein de trucs qui ont fait en sorte que
ce qu'on était sur le point d'améliorer à travers le conseil est en train de se refaire à travers le bureau d'efficacité énergétique, puis des indicateurs comme le coût par tonne et tout ça, c'est toujours pas sorti. Fait que, encore une fois, on aurait aimé ça, mettre beaucoup plus de l'avant. Je sais que maintenant, les gens aimeraient ça qu'on fasse d'autres analyses, qu'on compare ça avec le budget et tout ça, mais je vous invite à utiliser ce qu'on a fait. C'est un point de départ pour qu'après ça, ça puisse permettre à d'autres de faire des analyses et que tout le monde puisse avoir un débat constructif autour de comment on peut avancer. On peut quand même dire que dans le rapport, le tableau 5 qui est dans l'annexe 2 rapporte des coûts par tonne qui se trouvent dans les fiches de suivi. Donc, vous allez trouver des coûts par tonne dans les fiches de suivi à prendre avec pincette. Moi, je me suis quand même donné, parce que moi, je voulais des coûts par tonne et on ne les a pas vraiment imprimés dans le rapport, mais grosso modo, c'est $250 par tonne globalement pour les 1,78 millions de tonnes si on prend l'ensemble de la durée de vie des projets estimée approximative. Donc, on a dépensé 5,8 milliards. On a des réductions qui ont lieu depuis 2013 qu'on peut augmenter jusqu'à 2030, 2035. Si on prend l'ensemble de ces tonnes très estimées grossièrement, ça fait $250 par tonne. Puis comme je vous disais, si on prend les réductions des 5 actions qui ont donné le plus d'impact, on est plus autour de $200 la tonne. Et puis là, les 22 actions qui ont peu d'impact et qui ont coûté très cher, là, on est autour de $2,000 la tonne. Mais comme l'a dit Johan, c'est des dollars par tonne qu'il faut prendre avec des grandes pincettes parce que malheureusement, les données sont très, très peu fiables et les choses sont rapportées de manière très incohérente. Il y a des questions très précises, par exemple, une question de Lily Abbas, pourquoi le programme de biomasse forestière résiduelle n'est pas inclus dans les programmes avec action de réduction de GES. Si ce n'est pas inscrit, c'est parce que dans la fiche de suivi, il n'y avait pas de cible rapportée dans la fiche de suivi. Peut-être qu'ailleurs, ça a été rapporté, mais dans la fiche de suivi, ce n'était pas là. Donc, si dans la fiche de suivi, il n'y avait pas de gaz à effet de serre, de cible ou d'impact sur les GES de rapporter, on l'a compté comme n'étant pas étant rapporté. C'est possible qu'il y ait des gaz à effet de serre qui soient liés à ça, mais encore une fois, nous nous sommes basés sur les fiches de suivi et nous constatons que ces fiches de suivi, en termes de qualité, eh bien, nous avons de la médiocrité. C'est un constat malheureux et ça me fend le cœur de le dire et de le faire. Mais Jacques Harvey, qui s'est penché en détail sur ces enjeux-là, avec Johan aussi, et moi, je dois avouer, j'ai eu moins besoin de Tylenol parce que j'ai été moins personnellement dans chacune des fiches, mais j'ai été quand même dans certaines fiches et c'est lamentable, je m'excuse. C'est tout simplement lamentable. Fait de façon conviviale. Puis le problème, il faut se rappeler que c'est chaque ministère qui est responsable du fonds qui lui est octroyé pour gérer les activités ou les programmes qu'ils ont. Donc, les standards de reddition de comptes et tout ça, même si à travers les ententes, le ministre de l'Environnement va exiger certains comptes, ça reste quand même très variant d'un ministère à l'autre. Par exemple, dans le cas du MERN, qui est anciennement avec Transition énergétique Québec, ils ont récemment fait des évaluations de plusieurs de leurs programmes par ça a été vérifié par comme Éconolaire ou des trucs comme ça, donc une tierce partie. Donc ça, c'est quand même bien, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les différents programmes dans d'autres ministères. Donc, c'est ça qui fait que c'est difficile de pouvoir répondre à des questions comme ça, mais on vous invite, vous, à communiquer avec les ministères qui sont responsables pour les programmes ou le ministère de l'Environnement pour en savoir plus. Une question de Suzanne Méthode. Année après année, la chaire produit un rapport désopilant sur le bilan de réduction des GES gouvernementales. Quelle rétroaction recevez-vous de leur part? En fait, la rétroaction elle est très positive quand on en reçoit une parce que les gens, et même au gouvernement, on aime les bilans honnêtes et sincères et clairs. Beaucoup de fonctionnaires, je crois, sont très frustrés du fait que souvent les informations ne puissent pas sortir de manière aussi claire que souhaité. Et donc, on a beaucoup de rétroactions très positives. Le MERN est un partenaire de la chaire et nous apprécions sur le partenariat avec le MERN et nous apprécions toutes les communications que nous avons avec les différents ministères.
mais c'est vrai qu'en fait, d'une manière générale, on reçoit les rétroactions positives. Si vous avez des rétroactions négatives, on est très ouvert à les recevoir, mais on en reçoit moins souvent. Peut-être qu'il y a une gêne par rapport à ce qui est négatif, mais enfin, nous, de notre côté, on se gêne moins pour malheureusement souligner ce qui est négatif, mais c'est réciproque. On sera très heureux d'entendre des commentaires négatifs sur nos rapports, si évidemment ils sont constructifs. Euh, Il y a peut-être il y a une question de Louis Lépine qui demande si le Conseil de gestion du Fonds vert, qui était mandaté par l'Assemblée nationale, n'était pas mandaté, c'est qu'il y avait une loi puis il était imputable, la PDG du Conseil était imputable devant l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils ont fait des constats et des recommandations? La réponse, c'est oui. En fait, quand vous allez voir dans le rapport, dans la section intro, j'ai mis, je pense qu'il y a plus de notes de bas de page puis de sources que de textes. Et c'est pour justement montrer qu'il y a eu énormément de rapports, d'avis, des recommandations. On a même fait un webinaire avec la PDG du Conseil de gestion du Fonds vert. Elle avait produit des recommandations pour budgétaires pour les programmes dans le PAC. Donc, vous pouvez tout aller voir ça. C'est juste dommage que ce n'est pas sorti autant, mais tout ça, c'était publié sur un site web avant que le Conseil ait été aboli. On est arrivé à midi. Je vais quand même prendre une dernière question de Marcel Gosselin. Le gouvernement gère à la fois l'économie et l'environnement. Or, ces deux missions sont opposées dans leurs objectifs. La croissance et ses besoins en ressources commandés par notre économie ira toujours à l'encontre des objectifs environnementaux. Croyez-vous qu'une séparation de ces missions et pouvoirs est nécessaire? Croyez-vous qu'il serait pertinent de revoir le système de croissance? Mais en fait, je suis un peu en désaccord avec l'idée que la croissance nécessite forcément plus de ressources toujours, parce que nous sommes une société qui utilise beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources naturelles de manière extrêmement inefficace. Nos systèmes de transport, par exemple, consomment énormément d'énergie, mais pour faire beaucoup de congestion, beaucoup de véhicules stationnés. Il y a des manières d'envisager le transport en utilisant moins d'énergie, beaucoup moins d'énergie, qui soit beaucoup plus efficace et qui coûte moins cher. Donc, en fait, jusqu'à un certain point, on peut se baser sur notre inefficacité pour augmenter la richesse et moins polluer. Évidemment, ça a des limites parce qu'il y a des effets rebonds et il faut s'assurer que ce qu'on consomme en plus avec notre richesse supplémentaire, on ne le consomme pas dans des produits et services polluants, mais il en existe plusieurs. Je vais me taire et mettre fin à mon propos ici. Je vous remercie. Je laisse Joanne faire le mot de la fin et en vous souhaitant une bonne fin de journée pour ma part. Joanne, tu es encore en sourdine. Je remercie tout le monde. Je veux juste que ça soit clair que tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une appréciation globale du PAC. Comme il y a certains programmes qui sont peut-être bons, mais clairement, il y a besoin d'autres éléments pour les améliorer, pour les faire évoluer, aussi de l'écofiscalité, de la réglementation pour les soutenir, les renforcer. Et donc, je vous invite à voir le rapport comme un élément constructif sur lequel on peut améliorer ce que fait le Québec, plutôt que de le voir juste comme quelque chose de négatif. Et si d'autres chercheurs veulent aller plus loin, merci de le faire. On va être là pour pouvoir répondre à vos questions et vous aider aux besoins. Merci. Bonne journée.